Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler, enfin, je vais même vous parler de CQRS et d'event sourcing. Ça va être plutôt une introduction de quel est l'intérêt, quels sont les concepts derrière CQRS, en particulier l'event sourcing. Et aussi, comment est-ce que je suis arrivé à un moment où j'ai essayé ce genre d'architecture. Ça fait un moment maintenant, un an et demi à peu près, que j'utilise ça sur certaines applications, et quels ont été les bénéfices. Donc pour commencer la petite histoire, il y a 3 ans, j'avais commencé un side project je voulais faire quelque chose le week-end. Et je voulais démarrer, faire des microservices, etc., etc. Et en fait, j'ai eu ce problème qui était de déployer ces microservices. Et il y a eu ces belles technologies comme Docker, etc. Ce qui fait que j'ai démarré un autre side project pour déployer des containers Docker, etc. Il s'avère que c'est l'application, le produit sur lequel je travaille maintenant, qui s'appelle Continuous Pipe. Et je vais vous parler un petit peu comment cette application a évolué et comment est-ce qu'elle s'est retrouvée à utiliser tous ces concepts, ces CQRS, event sourcing. Donc, il y a 3 ans, j'ai commencé en faisant mon application Symfony, un petit monolithe, et je me suis rapidement retrouvé dans une situation où c'était impossible de maintenir l'application. Je pense que ça arrive à tout le monde, c'est déjà arrivé. Et donc, premier essai, peut-être au bout d'1 an, réécriture en utilisant des microservices. Ça a à peu près marché. Un microservice, alors c'est vraiment un terme générique, hein. J'avais 4 API qui parlaient ensemble. Et ensuite, c'est pareil, ces 4 API, ces 4 applications sont devenues immaintenables. Et donc j'ai eu ce problème en me disant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit quelque chose, un projet qui dure un petit peu, qu'on puisse en faire vraiment quelque chose. Quels sont les outils que je peux utiliser pour faire en sorte que le code soit beaucoup plus maintenable et beaucoup plus compréhensible. Et donc, je suis tombé sur ce livre, pas vraiment par hasard, en discutant un petit peu avec pas mal de personnes, qui est un livre qui s'appelle Domain Driven Design, qui a été écrit par Eric Evans, qui en fait décrit tout un tas de techniques qui sont relatifs à la façon dont on va développer des applications. Donc c'est à la fois du côté business, c'est-à-dire la façon dont nous on va essayer de comprendre les besoins, et à la fois comment est-ce qu'on va écrire l'application. L'idée, c'est vraiment de répliquer les problématiques métiers dans notre application. Donc ça, pour information, c'est le livre qui s'appelle le Blue Book. Il y en a un deuxième qui a été écrit par quelqu'un d'autre, qui est un petit peu une addition de celui-là. Et il y en a même un troisième qui a été publié, il me semble, en fin de l'année dernière, qui est aussi écrit par Eric Evans, qui fait un résumé des 2 derniers et qui ajoute, dans ce domaine du DDD, qui ajoute des paragraphes à propos de CQRS Event Sourcing. Vraiment très intéressant. Dans ce livre, il y a une citation que j'aime beaucoup qui est « The Heart of Software is its ability to solve domain-related problems for its user ». Et ce que ça veut dire, c'est que ça paraît totalement logique. Mais en fait, la majorité du temps, ce qu'on va résoudre, nous en tant que développeurs, c'est pas forcément le problème final, pour diverses raisons. En fait, pas forcément comprendre le besoin, ou en fait, on va utiliser le nouveau design pattern qu'on a découvert pour créer des repositories, des registries, etc., etc. Et c'est pas vraiment l'intérêt de notre boulot, c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment de résoudre les problèmes finaux. Toute application, dans tous les cas, même si ça passe par tout un tas de couches, d'API, etc., elle résout un problème final. Et donc en fait, cette mouvance DDD, c'est ce constat que quand on crée des applications, c'est un petit peu ce chemin qui va se faire. Alors pour information, ces magnifiques dessins sont été créés par Constantine sur Everset, qui est vraiment beaucoup dans ce domaine-là. Donc l'idée, c'est de dire, je vais avoir une personne métier, une personne business qui va me dire « Ah ben voilà, j'ai mon problème, voilà ce que je veux faire ». Cette personne-là, elle ne va pas nous dire « Je veux un Magento », elle ne va pas nous dire « Je veux une application Symfony », elle va nous dire « Je veux vendre des produits à mon client ». Ou bien « Je veux faire en sorte que je puisse communiquer avec des clients ». Elle ne nous demande pas un WordPress, elle ne nous demande pas quelque chose de spécifique. Ensuite, il y a toute une partie de traduction qui va être en fait pour les personnes développeurs. Pour nous, la majorité d'entre nous, on va essayer de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut designer notre application. Et ensuite, on va avoir toute une étape qui va être de parler à l'ordinateur et de lui écrire des petites lignes de code. Et il y a un vrai problème dans une partie des cas qui est en réalité ce coût de traduction. Ce coût de traduction, c'est ce qui fait que
quand une entreprise nous demande quelque chose, ou un client un quelconque, à la fin, on n'a pas forcément l'application qui répond exactement aux besoins. Et même quand l'application répond exactement aux besoins, ce qui arrive de plus en plus avec les méthodes agiles et compagnie, il arrive souvent que c'est très très dur de refactorer ou de modifier l'application. C'est-à-dire que c'est très très dur d'avoir une application qui évolue en même temps que le business. Toutes les entreprises vont évoluer énormément, leurs clients vont changer, les mêmes manières de faire des choses vont changer. Et des fois, on est dans cette situation qui fait que, ok, je veux ouvrir un nouveau store en Angleterre, par exemple. Je veux ouvrir une nouvelle boutique, ou je veux avoir un nouveau système de listing de produits sur un truc d'e-commerce. Et en fait, pour les gens du business, c'est un truc vraiment très très simple. Et pour nous, en tant que technique, on dit, non, là, faut tout réécrire. Et c'est ce genre de problème que va essayer de résoudre et essayer de réduire au moins cette communauté, cette idée, toute l'idée qui est derrière le DDD. Et pour ça, il y a quelque chose qui s'appelle l'Ubiquitous Language, qui est quelque chose qui va permettre de faire en sorte que tous les trois acteurs ici, il y en a vraiment un petit peu plus en général, mais les trois acteurs vont parler la même langue. C'est-à-dire que c'est des mots, c'est des verbes qui ont été acceptés par toutes les personnes dans la chaîne. Et la conséquence de ça, c'est d'utiliser beaucoup plus dans notre code et dans notre discussion des exemples concrets et des outils qui vont représenter exactement les problèmes finaux. Je le répète beaucoup, mais c'est vraiment très important. Et dans cette chaîne, il y a une partie qui va être un petit peu résolue par le BDD, qui est le Behavior Driven Development. C'est-à-dire que ici, ces communications entre business et développeurs, essayer de comprendre les besoins, ça va se faire en utilisant des exemples. Je sais pas, qui connaît BIAT dans la salle? Qui utilise BIAT? C'est moins. Mais BIAT, c'est un outil qui va nous permettre de faire ça. L'autre côté, donc c'est vraiment plus, ce qui est à la base en fait du Domain Driven Design. Domain Driven Design qui n'est pas développement, qui est vraiment la façon dont on va organiser notre code. Voilà un petit peu d'où ça vient, d'où vient l'event sourcing et CQRS. Juste avant de commencer un petit peu plus sur les détails, il y a un outil très intéressant au niveau BDD entre comprendre les besoins, comprendre un petit peu, essayer de communiquer avec le business, qui est très intéressant, qui s'appelle l'event sourcing. L'event sourcing, l'idée, c'est on se met tous dans une salle, on a un grand tableau et on colle des stickers. Ça paraît bête, mais l'idée qui est derrière, c'est event storming. C'est-à-dire que c'est quand même, ça vient de brainstorming et d'event, mais l'idée, c'est de représenter tous les besoins métiers, tous les cas, tous les scénarios en fonction d'événements. En fait, ça paraît évident, mais c'est quand je fais quelque chose, alors il y a cette chose qui se passe. Ou bien quand cette chose s'est passée, et que je fais ça, alors j'ai quelque chose. Et à chaque fois, dans les deux côtés, en fait, ce qu'on peut se rendre compte, c'est des événements. Et au milieu de ces événements, on va faire ce qu'on appelle un peu des commandes. On va juste exécuter quelque chose qui va résulter en des événements. Et là, ça va nous amener à ce que c'est que l'event sourcing. L'event sourcing, l'idée, c'est de dire, la source de vérité de notre domaine, de notre application, c'est pas une entité ou c'est pas des tables vraiment dans notre base de données, c'est un ensemble d'événements. C'est-à-dire qu'on va exprimer tout notre système sous forme de choses qui se sont passées, et c'est tout. Et de là, on peut récupérer toute une vue, on peut afficher des différents statuts. Mais l'idée, c'est vraiment de changer la représentation de ce qu'on a d'habitude, qui est une classe, une entité, et de dire on va tout stocker comme événement. La majorité du temps, pour les talks CQRS Event Sourcing, les exemples utilisés sont la banque. La raison est super simple. C'est très simple d'exprimer un exemple. Pourquoi l'event sourcing, pourquoi est tout basé sur des événements avec la banque. Quand vous avez votre compte en banque, qui est plus, moins, ou plus pour certains, à la fin, vous avez votre montant final. Et en fait, le montant final, on peut juste le représenter par ces différentes transactions. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que le domaine de la banque, c'est très bien adapté à l'event sourcing. Et là, moi, ce que je veux faire, c'est vous montrer un petit peu que c'est totalement applicable à la majorité des problèmes. Et du coup, dans les prochaines 30 minutes, on va utiliser un domaine, donc un espace métier, c'est-à-dire des problématiques métiers, qui sont relativement simples. C'est un petit peu en relation avec sur le produit sur lequel je travaille, mais on va dire, on veut créer un déploiement
on veut le démarrer, et on veut avoir un statut en temps réel de notre déploiement. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on peut le faire, et quels outils, comment ça se présente au niveau du code. Donc, ce qu'on peut démarrer, et on va faire vraiment très très simple, c'est juste, on a une entité qui représente notre déploiement, qui va avoir un UID, le SHA-1 qui est par exemple le commit que vous voulez déployer quelque part. Ensuite, un statut, et puis par exemple, qui a démarré le déploiement. Vraiment un exemple tout bête. Donc ce qu'on aurait pu faire, c'est dire, bah, j'ai mon entité, je vais faire un mapping doctrine, et puis je mets ça dans une table et c'est réglé. Moi, je vous propose de changer un petit peu de paradigme et de se dire, bah, en fait, un déploiement, dans cet exemple-là, ça peut être deux événements. Ça peut être un premier événement qui est deployment created, qui dit, bah, le déploiement a été créé avec tout un tas de propriétés, dont le SHA-1 dont on a besoin. Et on va aussi avoir un autre événement qui est deployment started, qui nous dit, bah, ça a été démarré à telle date, pour quel déploiement, et par qui ça a été démarré. C'est juste une autre façon de représenter un petit peu notre système. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait ça? J'ai mis 5 raisons, il y en a probablement beaucoup plus. Pour moi, c'est les raisons qui font beaucoup de sens. La première, c'est rester plus proche du langage métier. Et c'est exactement pour ça que ça vient du domaine DDD. C'est-à-dire qu'au lieu de représenter que le déploiement a été démarré par un flag is started dans une base de données, ou ce genre de choses, on va juste avoir un événement, tiens, ça a été démarré. Et en fait, c'est un exemple qui va être applicable sur n'importe quoi, c'est-à-dire que notre système va représenter les événements de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il va toujours penser à ce que fait l'utilisateur ou ce qu'a fait l'utilisateur. La deuxième raison, c'est, en fait, c'est super simple, c'est génial si on garde tous ces événements. C'est-à-dire qu'on peut savoir exactement tout ce qui s'est passé dans notre système. Une des raisons pour ça, c'est de garder la donnée entre guillemets brute et ne pas directement écrire dans une table les données un petit peu pré-formatées. C'est de dire, bah, si j'ai besoin d'ajouter une nouvelle fonctionnalité, si j'ai besoin d'ajouter de l'analyse de ce qui s'est passé sur mon application, c'est relativement simple parce que je peux savoir ce qui s'est passé à quel moment, fait par qui. Troisième raison, si vous allez voir du côté des microservices, etc., et ça rejoint un petit peu la présentation d'Étienne pour Mythic, c'est-à-dire que c'est relativement simple, si tout le système est basé sur des événements, c'est relativement simple de séparer la logique. Je dis relativement parce que forcément il y a toute une complexité de partage des événements, mais c'est relativement simple de dire bah, voilà ce qui s'est passé, je l'envoie dans un système de queuing et je vais avoir un autre processing qui va se faire pour envoyer un mail ou ce genre de choses. Un point très très important, j'aurais peut-être dû le mettre en numéro 2, c'est qu'il n'y a pas de couplage entre notre domaine, c'est-à-dire nos objets métiers, et la façon dont on stocke les informations. Il y a un cas qui, en tout cas, m'est arrivé plusieurs fois, et que j'imagine vous est arrivé, c'est je dois ajouter une nouvelle information sur mon entité, je dois ajouter un nouvel objet, parce que ça fait sens, c'est de l'information que j'ai besoin. Mais en réalité, je ne peux pas vraiment, parce que j'ai le mapping doctrine qui ne marche pas trop, j'utilise un embeddable, et puis après, il y a une relation de l'autre côté, je ne peux pas faire ça. Du coup, je vais faire tout un tas de techniques qui vont introduire des nouveaux objets, qui vont introduire des DTO, peu importe, tout un tas de choses qui en fait sont liées au fait qu'on est dépendant de la façon dont on stocke nos événements. On se cache un petit peu les yeux en disant bah j'utilise Doctrine, je peux stocker dans n'importe quelle base de données, mais en fait on est lié à cette façon de stocker l'information. Du coup l'idée c'est de séparer juste notre objet qui représente notre problématique métier et la façon dont on stocke, puisqu'on va stocker que des événements. Et une cinquième raison, qui est pas mal, hein, mais c'est puisqu'en fait on ne fait que des écritures, on ne fait que des nouveaux événements, si on a besoin de modifier quelque chose, on va modifier, donc on va avoir un événement, par exemple deployment updated, ce genre de choses. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de scaler. Et en fait, on se rend compte qu'on peut passer sur des systèmes où, par exemple, juste Kafka, ça peut être votre stockage, parce que Kafka fait aussi du stockage, par exemple. Donc voilà 5 raisons qui peuvent vous inciter à se dire, bah, on va essayer de changer ce paradigme. Et maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va essayer de changer ça et comment est-ce qu'on va faire pour ces 3 différents cas ensemble pour faire un objet, un domaine métier qui est event sourcé et comment on le place dans une application Symfony. Donc là, je vous ai parlé de mon objet deployment. Donc ça, c'est une représentation totalement... c'est la plus simple que j'ai trouvée. Hein, pour représenter un objet deployment. Donc on est dans un système d'event sourcing, c'est-à-dire que c'est les événements qui représentent l'intégralité de la source de vérité de notre objet. Donc on a un objet PHP, hein, comme ça. On va avoir une première méthode statique
qui nous permettent de créer un objet déploiement. Donc on va dire, on va créer l'objet déploiement depuis les événements. Qu'est-ce que cette méthode va faire? Elle va parcourir tous les événements et appeler la méthode locale privée apply, qui va construire l'état de l'objet. C'est-à-dire que dans notre fonction apply, on va vraiment construire l'état, c'est-à-dire mettre des valeurs dans des propriétés pour avoir des getters par la suite, pour faire des opérations. Une fois qu'on a cet état, on va aussi avoir des méthodes publiques qui vont nous permettre de faire des opérations. Là, on a un exemple, c'est doSomething. Dans notre exemple, dans notre numéro 2 ici, ça va être start. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un service qui va faire un deployment starter ou ce genre de choses. On va vraiment appeler la méthode start, potentiellement avec des arguments, hein, si on a besoin de clients API, etc. On va appeler la méthode start sur notre objet déploiement. Ensuite, cette méthode, on va faire tout un tas de choses. Et on se rappelle un petit peu de l'idée, c'est qu'on a des événements d'origine, on fait quelque chose, on a un événement de retour. Et là, l'idée, c'est que notre agrégat, qui est en fait le mot pour dire c'est l'objet qui correspond à l'ensemble d'événements en réalité, notre agrégat, il peut soulever des événements. Donc il va avoir une méthode en interne pour soulever des événements, et depuis l'extérieur de cet objet, on va pouvoir appeler une méthode raised_events pour récupérer toute la liste des événements qui ont été raisés, donc c'est-à-dire quelles ont été les choses qui se sont faites dans notre système. Et ces événements, on peut les envoyer dans un event bus, etc. Mais voilà l'idée de base de comment est-ce qu'on va construire un objet PHP, donc un agrégat, qui est event sourcé. Je veux vous montrer, pour moi c'est vraiment très important, c'est commencer par des tests. C'est un petit peu une des branches aussi de toute cette mouvance BDD, DDD, etc. C'est le TDD, donc Test Driven Development. Pour ceux qui ne connaissent pas BIAT, ça c'est des tests, en réalité, c'est 2 tests qui vont nous permettre de valider si le déploiement peut être créé en fonction d'un SHA-1. C'est des tests qui sont écrits dans un langage humain. Donc ça, c'est un outil qui se situe entre la traduction entre les besoins business et les développeurs. Et une fois qu'on a ça, ça utilise des termes vraiment métiers, derrière, pour lancer ces tests, on va avoir une fonction PHP derrière chaque ligne, ça s'appelle une step. Et ces fonctions PHP vont toutes être dans une classe, dans une seule et même classe qui s'appelle une classe de contexte. Donc on va créer les tests d'abord. Donc ça veut dire qu'on n'a pas d'objet déploiement pour le moment, on n'a rien du tout. Mais on crée quand même les tests. C'est une pratique qui nous permet d'être sûr qu'on va toujours avoir des tests pour les fonctionnalités qu'on va créer. Le premier cas, c'est quand je crée un déploiement pour le SHA-1. C'est une exécution de mon test ici, c'est une partie du test. Donc je crée un déploiement depuis ce SHA-1. Et là, c'est dans cette idée d'utiliser toujours le langage ou la langue du business ou les mots. Donc au lieu de faire un new deployment ou ce genre de choses, on va dire, OK, create deployment, je vais créer une méthode create sur mon objet deployment. C'est tout. S'il y a une exception qui arrive, je la mets dans un attribut, dans une propriété de mon fichier, de ma classe contexte. Comme ça, dans d'autres étapes, il peut y avoir accès et vérifier qu'il y a une exception ou pas. Et ça tombe bien parce que c'est la deuxième partie de notre test qui est de vérifier quelque chose. Donc then, on va vérifier que donc là, c'est l'exemple, hein, si je vérifie que le déploiement n'est pas valide. On va vérifier la valeur de notre propriété exception. Si ce n'est pas une exception qui est invalid argument exception, alors on envoie une exception pour dire que le test a échoué. De l'autre côté, on va avoir un test pour vérifier si le déploiement a bien été créé. Et comment on va faire? Si vous vous rappelez de notre méthode raised_events à la fin de notre objet déploiement, eh bien, on peut récupérer tous les événements qui ont été créés par notre agrégat pour vérifier qu'il y a bien quelque chose qui s'est passé. C'est cet exemple-là. Donc je récupère les événements, je les filtre, et je compte le nombre de deployment created events. Si c'est 0, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, et du coup j'envoie une exception pour dire que mon test a échoué. Et on lance nos tests, et ça ne marche pas, parce qu'on n'a pas d'implémentation encore. Donc l'idée, ça va être maintenant de créer notre implémentation. Et je veux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc la première étape, tout est basé sur des événements. Donc on va définir une interface, un contrat pour nos deployment events. L'idée c'est qu'un événement, c'est un objet qui retourne un deployment UID et qui retourne une date, une date et une heure. Donc on peut créer le premier qui est notre deployment created.
Donc c'est un événement, il n'y a pas tout, hein, il manque un getter pour la date time, mais c'est vraiment un objet PHP super simple, un constructeur avec les valeurs et 2 getters. C'est quelque chose qui définit notre événement. C'est ça qui peut être sérialisé par la suite. Et ensuite, juste avant qu'on crée notre objet agrégat, on a besoin d'un chouïa de boilerplate qui est ici vous vous rappelez cette histoire de raised event? On peut utiliser un trait pour ajouter à notre futur objet déploiement la capacité de raiser en local, d'où le protected de la méthode raise, et de récupérer les événements qui ont été raisés. Je n'ai pas toujours été fan des traits, mais là, ça s'applique bien. Finalement, notre agrégat, notre classe deployment, on peut commencer par ça. C'est juste une classe qui a la capacité, donc j'ai appelé le trait events capability, c'est la capacité de raiser des événements. On dit qu'on a un constructeur privé parce qu'on veut forcer les utilisateurs à utiliser, donc les utilisateurs qui sont nous, hein, les développeurs, à utiliser cette méthode create, puisqu'elle reprend les mots de ce que le business nous a demandé. Un chouïa de boilerplate encore, je vous ai parlé de cette méthode fromEvent qui va récupérer les événements et créer et appliquer l'état. Voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment très très basique. Je parcours les événements et j'ai la méthode locale apply. Et cette méthode apply, ce qu'elle va faire, construire l'état de notre objet. Construire l'état de notre objet, c'est mettre une valeur dans la propriété, propriété UID, par exemple. Et petit à petit, en fonction avec tous les événements, elle va construire l'état actuel de notre objet déploiement. La dernière partie, pour que nos tests soient verts, c'est quoi? Créer cette méthode create. Cette méthode create, la première chose, c'est je vais vérifier que mon SHA-1 il est valide. C'est vraiment très très simple, un coup de sterlen et puis c'est réglé. Ensuite, si c'est valide, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon premier événement pour définir mon objet. Et je vais créer cet événement deployment created avec toutes les valeurs qu'il faut. Ce que je vais ensuite faire, et là c'est un petit tour de passe-passe la première fois qu'on crée notre objet déploiement depuis rien, c'est se créer soi-même depuis les événements, donc celui qu'on a créé deployment created, et ensuite raiser l'événement dans notre agrégat, comme ça quelqu'un d'autre peut récupérer l'événement et l'envoyer, le stocker, etc. Et on fait ça, on lance les tests et on a gagné. Donc on a notre première classe, notre premier agrégat qui est event sourcé. Tout est basé sur des événements. J'espère que ça fait beaucoup plus de sens maintenant et que vous voyez un petit peu qu'il n'y a rien de magique, il n'y a rien du tout. C'est pas quelque chose qui est totalement en dehors de la portée qui n'est pas à la portée de n'importe qui, c'est super simple. La façon la plus basique est super simple. On va juste commencer parce qu'en fait, en réalité, vous pouvez vous dire que là, le do something, on n'a rien fait pour le moment. Et juste pour terminer là-dessus, je vais vous montrer ce deuxième exemple qui est, je vais démarrer un deployment. Démarrer un deployment, donc j'ai fait des tests, ce qu'il faut faire des tests. Un cas qui marche parce qu'en fait, le déploiement n'a pas été démarré, n'a pas déjà été démarré. Deuxième test, ça ne marche pas parce qu'il a été déjà démarré. Et on se rend compte qu'il y en a, par exemple, pour ce deuxième test, when the deployment was created and started. On a 2 cas, il y a quelque chose qui s'est fait. Et en réalité, on peut se dire que quand on crée notre test, comment est-ce qu'on va matérialiser ça? Et bien en fait, on va juste créer notre objet déploiement depuis les événements created et started. Aussi simple que ça. Et ensuite, quand on veut démarrer un déploiement, et ben encore, l'idée c'est de mettre le langage métier d'abord. C'est pas de créer un deployment starter, c'est de dire je vais appeler la méthode start sur mon objet déploiement. C'est vraiment un changement de paradigme. Bien sûr, là c'est un exemple où il n'y a pas d'argument. Il va y avoir potentiellement un argument ou 2 qui vont être un client d'API pour appeler quelque chose ou ce genre de choses. Donc, même exemple, je lance mon déploiement. S'il y a une exception, je la mets dans mon attribut. Ensuite, là on passe à l'implémentation. Voilà à quoi peut ressembler notre méthode start. Donc on va créer une nouvelle propriété started. Et si c'est déjà démarré, on envoie une exception. Si ça ne l'est pas, on peut faire tout un tas de trucs en fonction des arguments de start, mais on raise ce nouvel événement deployment started. Maintenant, il y a quelque chose qu'on a un petit peu oublié dans la slide d'avant, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte que cette propriété started, elle a été mise à jour. Comment elle a été changée de vrai à faux. Et voilà comment on fait. On remet quelque chose dans notre méthode apply. Bien sûr, on peut séparer en différentes méthodes, peu importe. Mais on met dans cette méthode apply
Si j'ai été créé avec les événements deployment started, alors du coup, je mets ce vStarted à true. Et comme ça, on crée notre fonctionnalité. Je vous passe les autres tests et les autres bouts, et c'est bon. Et on a commencé à créer du vrai comportement, avec des vraies conditions sur notre objet. Juste en utilisant des événements, et ça fait beaucoup plus de sens quand on lit le code que c'est effectivement quand je démarre un déploiement. Et donc on a fini pour ce qui est de démarrer notre domaine. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu ça, j'espère que ça a été relativement clair. Maintenant, juste une petite parenthèse sur comment est-ce qu'on va stocker les informations. En fait, c'est vraiment très très simple, c'est beaucoup plus simple que d'avoir des mappings dans différentes tables, etc. La seule chose qu'on va avoir à créer ou à utiliser, c'est un event store. C'est quelque chose depuis lequel on peut récupérer tous les événements via l'identifiant de l'aggregate route, c'est-à-dire du déploiement UID, on récupère tous ces événements. Et l'autre contrat de notre event store, c'est on va ajouter des événements. Et je vous passe vraiment les implémentations. Pourquoi? Parce que ça peut être aussi simple que mettre dans un tableau en mémoire, ça peut être aussi simple que serialiser les objets d'événements avec le magnifique serializer de Symfony. Et stocker ça ça peut être une table, ça peut être dans un Redis, il y a aussi GetEventStore, qui est un event store qui est vraiment un vrai système de stockage uniquement pour les événements. Ça peut être n'importe quoi, mais c'est vraiment très simple. Et ensuite, comment est-ce qu'on récupère notre objet deployment par la suite? On va pouvoir utiliser ou créer notre propre deployment repository. Et le seul contrat, c'est de dire depuis un UID, je récupère mon événement. Et l'implémentation, on voit très rapidement que ça va être en fait super simple. J'ai mon event store. Et tout ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tous les événements de ce déploiement et créer mon objet deployment depuis la méthode fromEvents. Et c'est réglé. Et là, maintenant, on ajoute un nouvel événement, on ajoute vraiment un nouveau cas. On n'a rien d'autre à faire en fait sur le côté stockage. Si c'est juste sérialiser, désérialiser, on est bon. On peut créer des nouveaux déploiements sans avoir n'importe quoi d'autre à faire que de créer notre classe d'événements. Et CQRS dans tout ça, qu'est-ce que c'est? CQRS, donc ça veut dire Common Query Responsibility Segregation. L'idée, ça marche vraiment très très bien avec l'event sourcing, mais l'idée c'est de séparer deux streams, c'est-à-dire deux usages de notre application. Si on veut un diagramme, ça ressemble un petit peu à ça. Donc on va avoir un utilisateur qui va pouvoir faire deux choses en fait. Il va d'abord faire des commandes. Faire des commandes, donc c'est l'idée de changer quelque chose dans le système. Démarrer un déploiement, créer un déploiement, ce genre de choses. Et ensuite, on va avoir une autre partie qui est ce qu'on appelle le read model, qui permet de faire des queries, donc juste demander l'état de quelque chose. Et l'idée, c'est vraiment de séparer ces deux informations. C'est pas couplé à l'event sourcing, hein, mais pourquoi ça marche très très bien? C'est parce qu'on se rend bien compte que du côté write, donc écriture, ce qui va se passer, on va envoyer une commande, donc on va appeler notre méthode start par exemple sur notre objet déploiement. Ce qui va se passer, c'est que tout notre agrégat va créer des nouveaux événements, on va les stocker dans un event store. Et depuis ces événements-là, ce qu'on peut faire, c'est créer une vue optimisée à la lecture. On peut en créer une ou plusieurs. Et c'est ce qu'on appelle le write side. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir des événements qui vont sortir de notre agrégat ou de nos agrégats, ils vont passer soit dans un système de queuing, ça peut être du RabbitMQ, mais ils peuvent aussi très bien passer en mémoire. Peu importe. On va juste récupérer ces événements et créer une nouvelle projection qui va permettre d'avoir une autre partie de notre application qui est responsable de pouvoir répondre à des requêtes. Par exemple, lister tous les déploiements. Par exemple, lister les déploiements qui ont telle ou telle information. Et dans une application Symfony, à quoi ça va ressembler? Ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir notre première requête. Donc c'est une requête, hein, je parle dans le sens HTTP Foundation, qui va arriver sur notre objet controller. Cet objet controller, ce qu'il va créer, c'est quelque chose, je ne vous ai pas montré d'exemple, il va créer une commande. Une commande create deployment. C'est vraiment un simple objet, tout comme les événements. C'est un message. Il va créer cet objet, et qu'est-ce qui va se passer? C'est que cet objet, il va être traité, donc cette commande va être traitée par ce qu'on appelle un command handler.
Et comment ça va se passer? On va passer par ce qu'on appelle un command bus. Command bus, c'est vraiment très très simple. C'est juste quelque chose par lequel on peut envoyer des messages. Et on va avoir tout un tas d'implémentations derrière qui savent comment traiter ce message. Ça peut être des classes, ça peut être des microservices, peu importe. Dans Symfony, on pourrait utiliser l'Event Dispatcher même en tant que command bus. Mais il y a une librairie que j'aime beaucoup, que j'utilise pratiquement la majorité du temps. C'est Simple Bus de Matthias Nowak. C'est une petite librairie qui définit des messages bus. Donc peu importe, vous l'utilisez pour des command bus ou des event bus, ça marche très bien. Donc voilà, on a cet objet qui arrive sur un handler, une classe. Déjà, on a séparé notre contrôleur, notre objet, notre request, de le domaine un peu plus métier de ce que je veux faire dans l'application. Ensuite, notre handler, tout ce qu'il peut faire, c'est, comme dans l'exemple que je vous ai montré dans le test, il peut récupérer notre objet deployment, ou le créer avec sa méthode create, et récupérer tous les événements avec la méthode raisEvent de notre agrégat. Et ce que cet handler va faire, il va récupérer les événements, il va les envoyer dans l'event bus. L'event bus, c'est un endroit où on peut envoyer des événements, il y a des choses qui vont se passer. Une des premières choses, c'est je vais stocker l'événement. Je vais stocker l'événement, comme ça, je suis sûr que là, maintenant, j'ai quelque chose qui s'est passé dans mon système, et je peux récupérer à nouveau depuis une autre partie mon objet déploiement, et je vais récupérer le nouvel état, puisque j'aurai un nouvel événement qui a été stocké. Et donc, ce partie CQRS, ici, on voit que c'est tout ce qui est le read side. L'écriture, le write side. Donc là, on va juste faire des choses, faire des actions. On peut appeler des API, on peut faire tout un tas de vérifications. Et ce qu'on peut faire, c'est enregistrer un nouveau listener sur notre event bus qui va dire « Ah ouais, moi je veux faire quelque chose. Quand j'ai mon deployment created, je veux faire un truc. » Et donc on va voir ce qu'on peut appeler un projector. On peut trouver un meilleur nom, hein, il ne doit pas s'appeler projector, mais quelque chose qui va, en fonction de cet événement, créer une vue optimisée à la lecture. Donc ça peut être stocké dans une base de données, ça peut être stocké dans un Elasticsearch si vous voulez faire vraiment de la requête, ça peut être stocké via une autre API, hein, peu importe. Mais c'est cette façon de découpler ces deux responsabilités. Et la dernière partie, c'est quand je veux récupérer l'information d'un déploiement, je peux avoir un contrôleur spécialisé qui va savoir comment lire dans le read model. Et voilà un petit peu comment va être le flow de CQRS, donc vraiment command et events. Command events et après query, comment est-ce qu'on va les découper dans notre application. Projection, ça veut dire quoi? C'est vraiment juste créer une représentation qui est optimisée à la lecture. On va en avoir plein. Je l'ai déjà dit un petit peu, je pense que je voulais dire ça dans ce slide-là, mais on l'envoie n'importe où. Et si on prend notre troisième point qui était au tout début, tiens, je veux avoir une vue en temps réel de notre déploiement, il y a une API, enfin un service, un produit qui est génial, qui s'appelle Firebase, qui a été racheté par Google il n'y a pas longtemps, mais qui est une base de données en temps réel. Tout est via une API. Tout ce qu'on a à faire, c'est envoyer du JSON avec une certaine clé. Et ils ont tout un tas de SDK qui permettent d'avoir la vue en temps réel sur des applications Angular, React, des applications mobiles, peu importe. Donc ce qu'on peut faire, c'est créer une projection qui va mettre à jour ce statut en temps réel en utilisant Firebase. Et voilà à quoi ça peut ressembler. Ici, c'est un exemple de listener pour la librairie SimpleBus. En réalité, la seule chose qui est dépendante de la librairie que vous utilisez pour les bus, ça va être cette méthode. Ça peut être Notify, ça peut être Listen, peu importe. Qu'est-ce que cette chose va faire? Je vais récupérer mon objet deployment depuis mon repository, donc qui va récupérer les événements, qui va recréer mon objet depuis ces événements. Et ensuite, je vais juste appeler une API quelconque. Là, je l'ai appelée Firebase Storage. On va stocker pour cette clé ces différentes informations. Là, on peut voir en temps réel, tiens, started, c'est démarré ou pas. Et comme ça, on peut mettre du vert, du rouge de chaque côté sur une application Angular, par exemple, pour afficher l'état de notre déploiement. Donc voilà un petit peu la séparation. Donc on l'a fait, c'était relativement simple. C'est un petit peu l'idée de ce que je veux faire passer dans ce talk, c'est que c'est vraiment une façon, un paradigme qui s'applique très très bien à la majorité des cas d'usage, cas d'utilisation. Et ce qu'on a fait ici, c'est créer un nouveau déploiement, le démarrer et afficher en temps réel le statut de notre déploiement quelque part, en utilisant un service tiers, en créant une projection de notre système. Et je vous remercie.
J'imagine qu'on a le temps pour des questions. J'ai une petite question par rapport, en fait, quand on crée un objet, on prend les événements qu'on applique tous les uns derrière les autres. Imaginons par exemple, là pour reprendre ton exemple de déploiement, tu avais un UID et un SHA-1. Oui. Donc ton application, elle tourne comme ça. Demain, pour des raisons métiers, tu dois rajouter un nouveau champ qui est le type. Ouais. Tous ceux qui ont été créés jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de type. Ouais. Et du coup, tu pourras plus les créer au moment où tu vas vouloir réappliquer tous les événements. Comment tu gères ça en fait du coup? Il y a deux options. Si tu veux rajouter un champ, c'est relativement simple parce que ça va être une nouvelle donnée. Une nouvelle donnée dans un événement comme ça, si c'est par exemple sérialisé en JSON, tu peux juste rajouter ta nouvelle propriété dans ta classe et faire en sorte que si c'est nul, tu comprennes que ça soit un ancien événement, que tu ne peux pas traiter cette valeur-là. Une autre façon, c'est de créer totalement un nouvel événement. C'est-à-dire que du coup, tu vas créer un deployment created v2. C'est pas forcément mal de dire v2, v3, etc. Parce que ça illustre bien les différents changements. Et cet objet-là, tu peux, dans ton méthode apply, tu peux juste vérifier, tiens, c'est deployment created normal, je vais faire ça, c'est le v2, je vais faire ça. Comment tu peux gérer? J'espère que ça répond à tes questions. Ouais, en fait, mais du coup, par exemple, si d'un point de vue métier, on voulait dire, j'en sais rien, tous ceux qui étaient avec un UID inférieur à 10 000, ils vont être tel type, tous ceux qui étaient comme ça, ils vont être tel type. Enfin, en fait, pour intervenir sur des choses qui sont déjà existantes, en gros, je pense peut-être trop en mode base de données, mais quand on fait de la migration de données, on a un nouveau champ, on a une règle métier, tout cela, on les passe de type A, tout cela, on les passe de type B. Et là, comment on gère ça En fait, tu te rends compte que c'est beaucoup plus simple. Parce que tout ce que tu as à faire, c'est de redémarrer. Tu peux avoir des systèmes de traitement, et c'est déjà arrivé plusieurs fois, moi en production, où tu dis, ah, j'ai oublié quelque chose, surtout dans mes projections. J'ai oublié quelque chose en fait dans le champ où je veux rajouter cette nouvelle information. Du coup, ce que tu vas pouvoir faire, c'est récupérer tous tes objets deployment, un par un. Tu vas faire un script, forcément, qui va faire quelque chose. Donc, c'est appeler une nouvelle méthode, ou de correction, ou peu importe, et tu vas rajouter un nouvel événement. Et tu vas rajouter cet nouvel événement. Cet nouvel événement, il peut changer une valeur de la propriété de ton objet, il peut ajouter dans un nouveau champ, il peut enlever quelque chose. Est-ce que ce système, vu qu'il déclenche des événements après avoir lui-même traité un événement, il n'est pas plus sujet à des boucles infinies et des références circulaires? Et si oui, comment le détecter ou les traiter? Alors, en fait, il ne va pas soulever des événements après des événements. C'est après des commandes. C'est une fois que tu as appelé ta méthode start, ou une fois qu'il y a le command handler, donc il y a vraiment une commande qui a fait quelque chose. Il peut arriver effectivement que tu aies un listener qui va démarrer une nouvelle commande qui va traiter quelque chose. Très sincèrement, le problème des boucles infinies, c'est un truc qui est très, très dur à résoudre comme ça d'une manière magique. J'imagine qu'une des façons, c'est comme cette histoire de deployment started. Parce qu'on a fait en sorte qu'on ne peut pas démarrer le déploiement une deuxième fois. Et donc une fois que tu as ton événement, tu peux ajouter une sorte de condition ou une sorte de vérification que tu ne peux pas le redémarrer. Voilà comment je le ferai. Une petite question là-bas. Je ne sais pas comment on est au niveau du temps. Bon, c'est la dernière question du coup. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. Donc, en fait, ma question elle est assez simple. Est-ce qu'en utilisant ce système, du coup, on ne va pas avoir une balance complexité et on va dire utilité qui va pencher vers la complexité? Parce que j'ai l'impression que, du coup, en se lançant dans ce type d'architecture, même des processus qui vont être très simples, du coup, vont générer la création de, je sais pas, des dizaines de classes. Donc ouais. Voilà. Non, mais c'est une très bonne question. Effectivement, quand on démarre une application qui n'a très peu de, je ne veux pas dire valeur, mais qui n'a très peu de cas d'utilisation, ça n'a pas forcément l'intérêt. C'est la même problématique que pour les microservices. Les microservices, tu vas pas t'y mettre si tu as juste 10 clients. Il faut juste essayer de voir un petit peu le ratio complexité de la logique avant de pouvoir mettre en place ce genre d'infrastructure. Parce qu'effectivement, ça change vraiment la façon dont tu vas
quasiment coder l'intégralité de ton application. Mais vraiment, hein, un an et demi en production, on voit c'est extrêmement simple d'ajouter un nouveau développeur. C'est extrêmement simple de comprendre ce que l'application fait et le système en entier. Et ce qui s'est passé. Okay, merci beaucoup.